Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, créé et animé par André Loez et consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. C'est la dernière émission de l'année 2020, du moins la dernière émission un peu sérieuse, on parlera de cinéma, de pop culture un peu plus tard. Cette émission est consacrée à l'histoire des nombres de Grégory Chambon, paru aux éditions PUF en Que sais-je. Cet entretien venait d'être enregistré quand j'ai reçu un livre très intéressant, celui d'Olivier Martin, L'Empire des chiffres, publié chez Armand Collin. Olivier Martin, sociologue, statisticien, qui propose un travail à la fois historique et très contemporain sur la quantification, sur les pratiques de mise en chiffres, de mise en statistiques des sociétés. Et donc je vais en dire un petit mot avant de diffuser l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il s'agira également de nombres, de raisons numériques, de rapport au nombre des sociétés, donc dans un versant plus historique et histoire antique dans l'émission que vous allez entendre, et d'une façon plus sociologique et plus contemporaine dans le livre donc d'Olivier Martin paru chez Armand Collin. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références mentionnées dans l'émission, toute la bibliographie sur le site parolehistoire.fr, et je vous souhaite une excellente fin d'année. Très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Grégory Chambon, directeur d'études à l'EHESS. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de votre Histoire des nombres parue au PUF dans la collection Que sais-je, et je m'excuse par avance auprès des auditrices et auditeurs parce que mon inculture mathématique sera mise à rude épreuve et en même temps j'ai énormément évidemment beaucoup appris en vous lisant avec beaucoup d'intérêt. Peut-être qu'avant de parler de l'histoire des nombres et de la manière dont vous avez travaillé, on peut commenter ensemble quelque chose qui est proche de vos champs de recherche puisqu'on a appris il y a peu de temps le déchiffrement d'une ancienne écriture orientale, l'élamite, par un de vos collègues. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette découverte et de son importance? Oui, bien sûr, c'est une découverte qui est vraiment majeure, hein, parce que c'est une découverte qui va sur plusieurs points de vue. Tout d'abord, ça va nous permettre de connaître un pan de l'histoire, ce qu'on dit élamite, donc de l'ancien Iran, hein, l'histoire de l'ancien Iran, vers le milieu du 3e millénaire jusqu'au milieu du 2e millénaire, en déchiffrant ce qu'on appelle l'élamite linéaire, c'était un style d'écriture. Deuxièmement, ça va nous apporter énormément de nouvelles réflexions sur l'origine de l'écriture, qu'on pensait être née en Mésopotamie vers la fin du 4e millénaire, et puis on sait qu'elle a essaimé ensuite en Iran, alors que là, ça permet de revoir ça de façon complètement parallèle, c'est-à-dire deux écritures qui ont émergé à peu près en même temps, mais qui ne s'appuient pas sur les mêmes systèmes. Et puis troisièmement, ça fait du bien à la discipline, j'allais dire, c'est-à-dire à l'histoire du Proche-Orient ancien, hein, puisque beaucoup de chantiers de fouilles sont actuellement, en raison bien sûr de la crise sanitaire, mais aussi en raison des crises politiques qu'il y a pu y avoir dans la région, sont à l'arrêt, et donc ça montre que la recherche continue, malgré tout. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, et je crois d'ailleurs qu'il va faire une conférence très bientôt, plus ou moins officielle, qui pourrait être peut-être suivie par plusieurs d'entre vous. Le Proche-Orient ancien, on en a aussi parlé il y a peu parce que nos collègues avaient conseillé dans les conseils de fin d'année cet atlas du Proche-Orient ancien paru aux Belles Lettres, qui est, je crois, un très bel instrument de travail. Oui, tout à fait, qui a été édité par Martin Sauvage et d'autres collègues, oui, et qui est un formidable instrument de travail, à la fois pour les étudiants comme pour les chercheurs, hein, pour pouvoir faire ce qu'on appelle la géographie historique, repérer tout simplement des villes anciennes sur la carte par rapport aux tels archéologiques que nous sommes en train de fouiller. Et puis, oui, c'est un formidable outil. C'est un formidable outil pour nous, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande aussi vivement. Ça nous amène à parler donc de votre travail et peut-être, avant de parler de ce livre en particulier, de votre parcours de recherche. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le cunéiforme, sur les savoirs des sociétés anciennes? Comment on fait aujourd'hui pour devenir antiquisant, spécialiste de ces périodes et de ces questions? Alors, mon parcours était un peu particulier parce que j'ai commencé en réalité par une formation mathématique, purement mathématique, mais en étant toujours frustré, notamment quand j'étais au lycée, puisque justement j'aimais aussi bien l'histoire que les sciences. Vous savez que souvent on nous qualifie de profil littéraire ou de profil scientifique, et moi j'étais un peu les deux, et donc j'ai d'abord suivi ce qu'on appelait à l'époque la voie royale, qui n'est pas forcément une, mais sont les mathématiques, et j'ai réussi enfin à relier les deux bouts, j'allais dire, quand j'étais à l'époque en DEA, donc qui correspond à la maîtrise, où j'ai pu faire en fait, j'ai pu m'initier justement à l'histoire, et j'ai fait une thèse d'histoire. Et donc c'est l'histoire du nombre, l'ouvrage d'histoire du nombre, c'est un petit peu en fait le croisement de ces deux formations que j'ai pu avoir sur le nombre, même si dans l'ouvrage j'aborde ça plutôt sur un aspect vraiment historique plutôt que mathématique. Donc c'est un petit peu ça qui était à l'origine. Deuxième chose peut-être, c'est que en discutant avec le directeur éditorial des Que sais-je, Julien Brocard, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de Que sais-je sur l'histoire des nombres, et alors que les Que sais-je portent sur plein de thématiques, et on s'est dit mais pourquoi en fait, est-ce que la tâche est si difficile que ça, et c'était aussi une sorte un peu de challenge. Et justement la troisième raison peut-être, c'est qu'il existe beaucoup d'histoires des nombres qui ont déjà été faites, hein, qui ont été écrites,
Et là, on a voulu voir peut-être les choses un petit peu autrement, par l'angle, comme je disais, plutôt historique. Alors, c'est un peu contre-intuitif comme titre, Histoire des nombres, parce que des nombres peuvent paraître des choses abstraites, intemporelles. Si on pense à pi, par exemple, hein, qui a des propriétés qui restent inchangées finalement à quelque époque qu'on emploie, et pourtant vous montrez que ces nombres ont une histoire. Alors, peut-être en première approche, qu'est-ce que ça veut dire de faire l'histoire des nombres? Alors pour moi, avant tout, c'est de ne pas faire une histoire linéaire. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que l'objet nombre, comme vous dites, pour nous, on a un concept de nombre très particulier à l'époque actuelle, mais ce concept de nombre, cette pensée sur le nombre n'a pas été les mêmes à toutes les époques. Et donc pour moi, même à la fin d'avoir rédigé d'ailleurs cet ouvrage, je me suis posé la question, est-ce que vraiment c'est l'histoire du nombre qu'il faut fonder, ou est-ce que c'est pas plutôt la pensée sur le nombre qu'il faut réhistoriciser? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'a semblé important de ne pas faire une histoire linéaire comme on peut voir dans d'autres endroits, hein, où on cherche de façon rétrospective en fait les différentes étapes dans l'histoire de l'humanité qui auraient mené à notre concept de nombre moderne, mais plutôt d'essayer de faire des éclairages historiques pour essayer de comprendre comment, à des époques particulières, dans des cultures particulières, et pas forcément d'ailleurs occidentales, c'est ça qui est aussi important, on a pu faire usage des nombres, donner un sens aux nombres et avoir une pensée particulière sur le nombre. C'est un petit peu comme ça que j'ai voulu aborder cet ouvrage, en fait. Et du coup, le choix du plan le reflète, puisqu'il y a à la fois une dimension chronologique, et on va quand même vers les périodes les plus récentes, mais avec des éclairages thématiques et géographiques, puisqu'on s'intéresse aussi bien à la façon dont on pouvait compter au Proche-Orient ancien, qu'à la façon dont les Mayas calculaient le temps, ou dont, en Chine ancienne, on utilisait des carapaces de tortues pour faire des opérations de comptage. Donc c'est quelque chose qui prend en compte aussi différentes aires géographiques, et du coup, j'imagine aussi une bibliographie très, très étendue pour approcher ces différents champs. Oui, alors ça c'était, du point de vue méthode de travail, c'était assez, j'allais dire assez difficile. Je pensais pouvoir le rédiger en un an, en fait, j'ai mis 2 ans, parce qu'il m'a fallu, comme vous dites, aller lire tout un tas de références, en fait, parce que je suis moi-même, comme l'avez dit, spécialiste plutôt de l'époque du Proche-Orient ancien, vers 3000-2000 ans avant Jésus-Christ. Mais toutes les autres périodes du Moyen Âge jusqu'à maintenant, il a fallu donc que je lise beaucoup d'ouvrages, d'articles sur ces questions à la fois du nombre, d'usage des nombres, puisque ça touchait plein de domaines de la société. J'ai voulu aussi aborder les nombres pas simplement par l'aspect, j'allais dire, savant, scientifique, c'est-à-dire aller rechercher dans les ouvrages, on pourrait dire, dits savants, de bibliothèques anciens, mais plutôt aller chercher les nombres là où on les attend, là où on les attend peut-être moins, que ce soit dans la divination, que ce soit dans d'autres types de pratiques, le commerce, bien sûr, l'économie, la philosophie, évidemment, etc. Et donc, c'est vrai que ça a amené à essayer d'envisager une lecture assez importante. Cette idée de faire une lecture non linéaire et d'éclairer différentes aires géographiques, c'est important aussi parce que vous le dites à un moment et vous appuyez notamment sur un champ dont j'ai découvert l'existence, un livre, notamment celui de Claudia Ezaslavski, Africa Counts, l'Afrique sait compter, oui. L'Afrique compte. On est sorti, semble-t-il, d'une lecture linéaire évolutionniste qui dirait que notre façon de compter, c'est-à-dire la numération décimale positionnelle, si je ne me trompe pas, oui, si oui, tout à fait. Cette numération avec voilà, l'usage du zéro qui peut varier de place dans un chiffre, etc., eh bien, ce serait un peu l'aboutissement pur et parfait d'un processus évolutif. Et en fait, aujourd'hui, semble-t-il, de plus en plus de recherches montrent qu'il y a d'autres façons de compter qui sont tout aussi légitimes, tout aussi adaptées à leur société, aux sociétés qui les emploient. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de recours aussi, point de vue méthodologie, à des anthropologues et à ce qu'on appelle l'ethnomathématique. On pourra peut-être revenir dessus après. Parce que il m'a semblé important d'aller voir ce qui se pratiquait dans d'autres cultures. Et comme vous dites, ce livre de Claudia Zaslavski, en fait, est vraiment important parce que elle a pu montrer, elle a essayé de rentrer un petit peu dans la pensée, en fait, ce que les Africains, enfin, dans différents types de peuples africains, la façon dont ils comptaient, dont ils approchaient le nombre, etc. Et on apprend beaucoup. Vous avez aussi des anthropologues comme Daniel Dehouve, par exemple, qui a écrit quelque chose sur l'imaginaire chez les anciens, l'imaginaire du nombre chez les anciens Mexicains, et qui a montré que, par exemple, on pouvait associer un nombre par exemple, à la femme, le nombre 7, à l'homme, tout ce qui était masculin, le nombre 8, aux morts, au monde des morts, le nombre 9, et 4 pour signifier le monde. Et donc, tous ces exemples-là, empruntés aux anthropologues, m'a beaucoup aidé pour justement aller chercher le nombre peut-être dans l'histoire, dans des registres différents, ceux dans lesquels on l'attend, et pour éviter cette histoire justement linéaire du nombre. Ça m'a semblé vraiment quelque chose d'important.
C'est aussi un champ de recherche qui doit s'appuyer sur des travaux de psychologie cognitive, notamment vous évoquez ce qu'on appelle le processus de subitisation par lequel on sait compter instinctivement jusqu'à 4. Quand on voit 4 objets ou 3 ou 2, instantanément on sait combien ils sont, et puis au-delà on a besoin de les dénombrer, on a besoin de compter. Donc là il y a aussi des choses qui essaient de travailler sur les structures même de la psyché, la façon dont le nombre est appréhendé, pour le coup indépendamment peut-être des configurations sociales. Oui, alors ça, c'est un gros problème sur lequel un historien des sciences et qui était à la fois psychologue de la cognition, qui s'appelle Peter Damro, allemand, qui est maintenant décédé, a beaucoup travaillé, c'est-à-dire comment arriver à joindre ce qu'on appelle l'historiogénèse du nombre, c'est-à-dire justement le nombre, quelque part, travaillé dans les sociétés, pensé, utilisé dans les sociétés, et puis l'ontogénèse du nombre, c'est-à-dire le nombre le concept de nombre tel qu'il se développe de la petite enfance jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, justement, donc ça fait appel à des procédés cognitifs. Et toute la question est de savoir, est-ce que ces procédés cognitifs, en fait, ils sont d'une certaine manière innés chez l'humain, c'est-à-dire qu'on le retrouve chez tous les humains, ce sont une sorte d'universaux humains, donc les anthropologues ont beaucoup parlé souvent, ou est-ce que justement il se façonne ce concept de nombre en interaction avec la culture et puis l'époque particulière des individus. Et ça, c'est quelque chose, un enjeu qui est relativement important, ce croisement d'ontogénèse, historiogénèse. Et donc, il m'a semblé aussi important d'aller voir, par exemple, les travaux de Stanislas Dehaene, qui a écrit un livre qui est formidable, je trouve, sur la bosse des maths. Ça s'appelle, qui peut être lu aussi par les non-matheux, et qui essaye de réfléchir justement à tous ces procédés dont vous parlez, subitisation, estimation, comptage, pour savoir quelles sont les zones mobilisées dans le cerveau, si c'est toujours les mêmes zones et de quelle façon. Et ça, dans l'histoire, on retrouve, puisque, par exemple, la subitisation, comme vous le disiez, on arrive à avoir tout de suite une collection de 3, 4 objets. Après, on est obligé plus ou moins de les compter, s'ils ne sont pas ordonnés. On le retrouve aussi dans les façons d'écrire les nombres anciennes, par exemple en Égypte, en Mésopotamie ou ailleurs, ou chez les Mayas. Par exemple, chez les Mayas, quand on met 4 points pour exprimer le nombre 4, et quand on arrive à 5, on met une barre. Donc voilà, donc ça m'a semblé aussi intéressant d'explorer aussi les pistes des psychologues et des cognitivistes. Ce qui renvoie à une des grandes questions sur la diversité finalement des manières de compter, c'est la question des bases de numération. On a une base 10 en Occident aujourd'hui, mais il y a eu des bases 6, 12, 20, etc. Et du coup, il y a aussi possiblement, et ça c'est une hypothèse qui est intéressante, un lien entre ces bases et puis des choses plus prosaïques, c'est-à-dire le fait de compter sur les doigts de la main. Si on a 10 doigts de la main, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une base 10. Est-ce que ce type de processus, on peut l'évaluer historiquement? Alors, c'est difficile à évoluer, mais c'est vrai qu'en fait, la base 10 est liée énormément justement aux 10 doigts. Et pourquoi? Parce qu'il y a un procédé dont on parle très rarement, mais dont on peut voir des témoignages dans l'histoire, sont le procédé de dactylonomie, c'est-à-dire compter avec les doigts. C'est-à-dire, on le voit déjà sur certains tombeaux, par exemple en Égypte, assez anciens, dans lesquels on voit des personnages qui touchent leurs doigts. Et on sait à travers l'histoire que chez les commerçants, même à l'époque du Moyen-Âge, et même encore d'ailleurs, enfin même encore, il y a pas si longtemps que ça, sur certains marchés en Auvergne, par exemple, où on pouvait compter avec les doigts. Et donc ce processus de dactylonomie serait à l'origine de la base 10. Alors on dit souvent que la base 20, c'est parce qu'on a rajouté les orteils, enfin les pieds, les doigts des pieds, et donc base 20, après c'est plus complexe que ça, parce qu'on s'aperçoit que des cultures qui ont utilisé la base 20, comme par exemple les Mayas, une base donc 20 en fait relier cette base 20 à des considérations cosmogoniques extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'il y avait des cycles derrière, on voyait justement à toute une cosmogonie qui s'est vite détachée d'une certaine manière de l'aspect pratique matériel avec les doigts. C'est un des aspects évidemment intéressants dans cette histoire, quand on est comme moi historien, qu'on lit ça, c'est qu'évidemment, il y a les propriétés mathématiques des nombres, mais il y a aussi tous les usages sociaux et symboliques, et on sait que le chiffre 13 a pu être de mauvais augure, que 666 est très connoté, que le 7 sert beaucoup à énumérer les jours de la semaine, les péchés capitaux, etc. Autrement dit, beaucoup de ces nombres ont des propriétés symboliques, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés différentes. Oui, oui, tout à fait. Pour donner un exemple, par exemple, que je connais bien du côté de la Mésopotamie, la façon d'écrire dans un certain système de notation, la façon d'écrire qu'on appelle sexagésimale de position, le 1 et le 60, en fait, est la même. Alors, ça peut nous paraître bizarre, mais derrière, ça renvoie à aussi une cosmogonie, puisqu'on associait aux divinités souvent des nombres, et notamment la grande divinité du panthéon sumérien qui s'appelle le dieu An, le dieu du ciel, le père un peu de tous les dieux, si vous voulez, on lui associe ce signe-là particulier. Donc, il est à la fois le dieu de l'unité et de la diversité, du 1 et du 60. Donc, on voit bien qu'on renvoie, en effet, chaque nombre peut renvoyer à toute une idéologie très particulière, comme nous, comme vous le dites, avec le fameux 7 qu'on retrouve
beaucoup dans la Bible ou ailleurs. Et donc, il m'apparaît important d'essayer de comprendre les nombres un peu dans l'usage qu'on en fait, justement, dans l'action, j'allais dire d'une certaine manière. Et on s'aperçoit que les usages et les sens peuvent être différents, non seulement selon les périodes et puis les cultures, mais aussi dans des groupes sociaux d'une même période. Et des groupes sociaux qui sont aussi engagés dans des activités pratiques, puisqu'il y a aussi quelque chose d'inséparable entre le nombre et la métrologie, les unités de mesure. On compte, mais on compte aussi du blé, on compte aussi du vin, de l'huile, des olives, etc. Autrement dit, ce qu'on compte a aussi une influence sur la manière dont on compte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un nombre, pendant très longtemps, en fait, les nombres ont été des nombres 2. Quand on dit nombre 2, c'est-à-dire on associait les nombres à ce qu'on compte. Il y avait des systèmes même du point de vue linguistique, mais aussi du point de vue écriture, qui dépendaient de ce que l'on comptait. C'est-à-dire qu'on ne comptait pas la même chose. Par exemple, je reprends le cas de la Mésopotamie que je connais bien. On ne comptait pas la même chose, par exemple, des sacs de grains ou des hommes ou des fromages ou des surfaces de champs. C'est-à-dire que les façons de noter, les façons d'exprimer étaient différentes. Ce qui peut nous paraître bizarre, puisque en fait, nous, on est un petit peu sous l'influence de notre système de métrique, en fait, apparu un peu après la Révolution française, qui a mis longtemps à se mettre en place. Et donc, on a une impression un petit peu d'objectivité, d'universalité de ce système métrique qu'on veut projeter justement sur des civilisations du passé, alors que, en fait, il y avait un sens pour ces cultures-là de désigner de façon différente ce qu'ils comptaient, enfin les nombres qui leur permettaient de compter. Par exemple, on sait bien qu'au Moyen-Âge, en fait, les médiévistes savent bien qu'il existait je ne sais pas combien de mesures différentes, alors selon les régions, mais selon si on mesurait la toise, si on mesurait des tissus, ou bien si on mesurait des champs, ou si on mesurait dans l'architecture, etc. Et donc tout ça, ça avait un sens en fait social avant tout, qui souvent nous échappe, puisque encore une fois, on vit un petit peu sous l'influence du système universel et rationnel métrique. Et du coup, ça pose aussi la question de dans quelle mesure ces sociétés anciennes qui étaient prises aussi par ces différents systèmes de mesure, dans quelle mesure est-ce que des abstractions plus grandes pouvaient exister? Est-ce que des nombres abstraits existaient aussi dans la mesure où il y avait tant de nombres concrets qu'on manipulait, qui étaient d'ailleurs complexes à manipuler, ou en tout cas pour nous, qui paraissent évidemment pas du tout intuitifs et complexes? Qu'en est-il à ce moment-là de l'abstraction mathématique en quelque sorte? Alors ça, c'est une question très importante parce que les premiers anthropologues qui ont travaillé justement dans l'anthropologie naissante, comme Edward Tyler par exemple, ou John Crawford au XIXe siècle, en fait, se sont intéressés au compte, en fait, et façon de compter, et ont même essayé, alors évidemment dans un esprit évolutionniste, mais ont essayé de classer un petit peu les cultures et civilisations en fonction de leur façon de compter. Donc il y avait une façon qu'on retrouve d'ailleurs chez Lévi-Brul aussi, d'ailleurs, plus récemment, enfin au début du XXe siècle, où il parle justement des façons de compter primitives par rapport aux façons de compter plus élaborées. Et donc souvent le seul accès que l'historien peut avoir, et l'anthropologue aussi, sur le concept de nombre dans les sociétés, c'est leur façon de compter, de reproduire, d'exprimer les nombres. Le problème derrière tout ça, c'est que évidemment, on aurait tendance à appliquer une vision peut-être un peu trop eurocentrée et moderne, en imaginant que des cultures qui ont des façons différentes de nommer les nombres selon ce qu'ils comptent n'ont aucune notion de nombre abstrait au sens indépendant de la chose comptée. Ça, c'est un peu faux. Il y a par exemple des spécialistes de cognition, de psychologie cognitive, pardon, comme Karen Lynn-Overman, qui ont montré qu'en fait, justement, ce qui est important, c'est la façon dont le nombre s'instancie dans différentes formes. Pour donner qu'un exemple, on a différentes façons de noter 5, par exemple. On peut noter 5 en chiffres arabes, si on fait un compte. On peut noter 5 en toutes lettres dans un texte littéraire, par exemple. On peut noter 5 en chiffres romains si on désigne le volume d'une encyclopédie. Comme on peut noter 5 avec 4 barres barrées sur une ardoise si on est en train de faire le compte des bouteilles dans sa cave, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on a une vision non abstraite du nombre, puisque en fait, c'est simplement une question d'instanciation de formes matérielles qui prennent un sens dans les usages que l'on fait du nombre. Alors on est arrivé tout de suite finalement à ces sociétés à écriture, mais il y a un passage du livre qui est très intéressant qui évoque la question finalement du nombre préhistorique, puisque il y a par exemple des pierres ou des ossements sur lesquels on trouve des entailles avec une certaine régularité qui font penser qu'on a pu compter quelque chose. Qu'en est-il de cette question du nombre, du comptage dans la préhistoire? Alors c'est une question qui est aussi assez difficile avec avec des débats encore importants. C'est vrai qu'on a trouvé par exemple des entailles sur ce qu'on appelle l'os d'Ishango, qui a été trouvé en République du Congo, qui date de 20 000 ans avant Jésus-Christ, et qui est maintenant exposé d'ailleurs au Musée des sciences naturelles de Bruxelles, et qui est décrit comme la plus ancienne calculatrice du monde. Il y a des débats là-dessus, c'est-à-dire que l'archéologue qui l'a trouvé pensait que c'était une série de nombres premiers avec certaines opérations. D'autres ont pensé que c'était une série de divisions, d'additions. D'autres ont pensé que c'était un calendrier.
Et donc, on a trouvé aussi des points, des séries de points plus ou moins organisés sur différents bois de cerf, en fait, qui sont exposés aussi au musée de Saint-Germain-en-Laye. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que ça représente. Alors, au-delà du fait que ça peut être de simples décorations, est-ce qu'il s'agit de nombres ou est-ce qu'il s'agit de ce qu'on appelle de simples bijections, c'est-à-dire de liens entre un point, par exemple, et un événement, un point, un jour, un point, un homme, un point, un mouton, un point, un animal, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on compte, mais simplement qu'on reproduit, d'une certaine manière, une sorte d'itération, si vous voulez. Alors, pour vous donner un contre-exemple justement à ça, et qui est intéressant, c'est dans le livre dont vous avez évoqué tout à l'heure, African Count de Claudia Zawadzki. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'il y a certaines femmes africaines qui font des entailles sur leur cuillère en bois. Et ces entailles-là, en fait, elle demandé ce que c'était. Et quand elle a posé la question, elle leur a répondu qu'en fait, elles font une entaille, malheureusement, à chaque fois que leur mari leur donne un coup. Mais quand toute la cuillère est remplie, en fait, elle demande le divorce. Et donc là, on voit bien que on n'est pas dans un processus, comment dire, on n'est pas dans une représentation de nombres, on est vraiment dans dans un usage de taille lisse, d'entaille très particulier. Et donc voilà, si on projette ça, évidemment, 20 000 ans, 30 000 ans avant Jésus-Christ, dans des sociétés dans lesquelles l'écriture n'est pas encore apparue, il y a plusieurs interprétations qui sont donc possibles. L'apparition de l'écriture, justement, c'est quelque chose qui est souvent associé dans l'imaginaire commun au besoin de noter des quantités. On dit souvent que lorsque les premières écritures sont apparues, donc en Mésopotamie et aussi en ancien Iran, puisqu'on l'a découvert là récemment, eh bien c'était pour noter des quantités, parce que des premiers États se dotent de scribes, il faut noter des récoltes, etc. Qu'en est-il du lien entre comptage et naissance de l'écriture? C'est quelque chose qui a une idée reçue, c'est encore quelque chose qui est vérifié aujourd'hui. Alors, c'est aussi une question très importante parce que ça touche à deux domaines qu'on appelle, qu'on empruntait à l'anglais, qu'on appelle la numératie et la littératie. Donc, la numératie, en fait, rapidement, ce sont toutes les connaissances et compétences qui sont requises pour gérer les exigences dues au calcul et aux façons de compter. Et puis, la littératie, c'est tout ce qui, exigences et compétences qui sont mobilisées lorsque l'on lit et qu'on écrit. Et justement, là, il y a des points de vue différents. Pour la Mésopotamie, là où on pense que l'écriture, une des premières écritures est née, maintenant qu'il y a justement ces nouvelles découvertes en Iran, ça va peut-être changer la donne, mais en Mésopotamie, à la fin du 4e millénaire, 80% des premiers documents qu'on a sont des documents qui sont produits dans le cadre de gestion de biens, en fait, dans une urbanisation en pleine croissance, dans des sociétés qui évoluent très très vite, dans des flux de biens de plus en plus complexes. Et donc, c'est vrai que ça a été ce qu'on a appelé la théorie comptable, notamment portée par un archéologue franco-américain qui s'appelle Denis Schmand-Besra, qu'on retrouve dans beaucoup de livres d'histoire, et notamment même dans le secondaire, qui part de petits jetons qu'on aurait utilisés dans les besoins économiques et qui auraient conduit en fait après à la tablette. Donc ça a été rediscuté depuis par des historiens comme Jean-Jacques Glasner qui a écrit un livre sur l'invention du cunéiforme où là on est vraiment du côté de la littératie qui pense que l'invention du cunéiforme en fait est une invention purement intellectuelle justement de scribes qui ont travaillé sur une nouvelle sémiotique, une nouvelle champ sémantique et une façon de pouvoir désigner une partie du langage et puis des différentes idées. Après, j'allais dire la vérité un petit peu entre les deux, c'est-à-dire beaucoup de chercheurs comme Eleanor Robson en Angleterre montrent qu'en fait numératie et littératie sont étroitement liés dès le début et que ce n'est pas parce qu'on doit répondre à des besoins prosaïques de la vie courante que ça n'empêche pas en fait justement tout un tas d'activités intellectuelles assez développées pour la création d'une nouvelle écriture qui serait centrée aussi sur ces besoins économiques. Une question du coup, puisque là on est au cœur vraiment de vos travaux de recherche, quand on travaille comme vous sur des tablettes, sur ces façons de compter anciennes en Mésopotamie, est-ce qu'on compte entre guillemets en cunéiforme dans sa tête? Est-ce que on a besoin d'avoir devant soi en permanence des convertisseurs et des cadres de référence? Est-ce que nos propres apprentissages numériques font écran finalement à la façon dont les scribes anciens ont pu écrire les choses? Comment ça se passe? Quelles sont les opérations finalement à la fois matérielles et intellectuelles pour arriver à retrouver ces comptages? Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que on aurait tendance, comme vous dites, à aborder souvent les données chiffrées anciennes, que ce soit pour la Mésopotamie ou d'autres cultures, avec bien sûr nos propres catégories issues de notre propre éducation. Ça c'est tout à fait normal. Le problème c'est qu'il faut essayer au maximum de se départir de ça justement pour rentrer un peu plus dans les catégories des schémas de pensée des anciens et arriver à comprendre exactement ce qu'ils faisaient derrière les données chiffrées. Et vous avez tout à fait raison. Et parfois, pour le philologue, par exemple, que je suis, c'est parfois difficile de pouvoir interpréter une donnée sans, à côté, sur un petit brouillon et essayer de convertir ça en système actuel, avoir au moins une donnée
avoir une évaluation de ce que ça peut représenter en termes de quantité, en termes de surface, etc. Mais je veux dire, c'est un aide. Le plus important, c'est d'essayer quand même le maximum de calculer même, c'est possible, de calculer et ça a été fait, par exemple, avec le système sexagésimal de position. On peut arriver à calculer maintenant, on sait comment y calculer en système sexagésimal de position, même si on ne sait pas quel type d'outils ils utilisaient. Mais en tout cas, voilà, on essaye de rentrer un petit peu dans la pensée des anciens et on essaye surtout d'interpréter ces données chiffrées comme de les comprendre dans leur historicité, j'allais dire. C'est-à-dire pas les prendre au pied de la lettre en disant tiens, là on a des données économiques qui nous permettent de refaire justement un tableau économique fiable de la société que je suis en train d'étudier, mais le comprendre comme un produit en fait de consensus entre différents acteurs protagonistes qui ont produit cette donnée chiffrée. C'est le principe de nos 13 huîtres à la douzaine, par exemple. C'est-à-dire, voilà, un nombre écrit, un chiffre écrit est avant tout un produit de consensus et il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière ça, qui a calculé, qui l'a produit, pourquoi on s'est mis d'accord, etc. Et je pense que ça, c'est un gros travail sur l'historicité des données chiffrées que tout historien doit avoir en tête. Une question au passage, est-ce que les humanités numériques, est-ce que les outils informatiques aident aussi à mener ce travail sur ces tablettes, soit par la mise en série, soit par des outils de calcul Oui, alors ça aide beaucoup parce que notamment sur la Mésopotamie, en fait, moi je travaille beaucoup sur les documents de ce qu'on appelle la pratique, les documents donc administratifs, qui représentent 80% de la documentation cuniforme, donc des centaines de milliers de documents. Et justement, si on veut dans différentes documentations pouvoir arriver, parce que souvent les textes administratifs, ils sont, j'allais dire, de façon un peu laconiques, abrupts, de façon, voilà, quand on les aborde, c'est un vocabulaire, un formulaire assez simple, peut-être même ennuyeux. Et en fait, ce qui va faire sens, c'est quand on va les mettre en série, comme vous dites, qu'on va les mettre les uns à côté des autres, qu'on va repérer des points de divergence, au contraire, on va repérer des similitudes, on va étudier la prosopographie, les personnages qui interviennent à gauche, à droite, on va les remettre en ordre chronologique, etc. Et ça, l'outil informatique aide énormément, évidemment, pour pouvoir faire cette mise en série et repérer les éventuelles divergences, les liens qu'il peut avoir, et pour que certains corpus puissent être compris dans leur ensemble. C'est-à-dire que chaque texte est remis à l'intérieur d'un corpus et prend sens dans son contexte, au sens latin, cum textus. De la Mésopotamie, on passe aussi dans votre livre en Égypte, et là on apprend notamment que les Égyptiens anciens utilisaient des fractions, ou quelque chose qui s'approcherait des fractions, également qu'ils avaient des systèmes de notation graphique, pour le coup assez élaborés, parce Oui. qu'il y a des symboles associés à des nombres. Alors ça m'intéressait notamment de voir que les grandes quantités, le tétar par exemple, exprime la grande quantité, parce qu'il est très nombreux finalement, il y en a beaucoup, donc du coup visuellement les nombres ressemblent à quelque chose, et ça c'est un peu une spécificité de manière générale des notations égyptiennes. Mais c'est vrai aussi pour les nombres. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui est important, alors en Égypte, c'est vraiment important l'Égypte parce qu'ils avaient plusieurs systèmes d'écriture, qui soient un système hiératique, qui était plutôt dans l'écriture, on peut dire, d'un peu de tous les jours, et puis le système qu'on connaît souvent le plus, c'est le hiéroglyphique qui était fait sur justement sur des bâtiments, sur des fresques, etc. Donc c'est deux façons d'écrire différentes, et les noms vont être un petit peu exprimés différemment. Mais c'est vrai que chez les Égyptiens, à chaque fois qu'ils écrivent un nom, ça fait, comme dans leur écriture en général, ça fait aussi sens. Et l'exemple que vous donnez est très bien parce que le petit état représente 100 000. Et donc 100 000, c'est, voilà, on peut imaginer les petits tétards qui grouillaient dans le Nil et ça avait quelque chose d'évocateur. Ou bien pour représenter 1 million, en fait, c'est un dieu ou un génie qui est assis, qui a les bras levés vers la multitude d'étoiles dans le ciel. Donc là aussi, on voit bien une sorte d'analogie avec une idée de multitude. Après, il y a d'autres symboles qu'on ne comprend pas encore tout à fait, mais qui devaient avoir un sens, alors analogique, soit linguistique, soit dans leur système de pensée. Par exemple, je sais que 100, c'était représenté par une corde enroulée et 1000 par une fleur de lotus. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore bien compris, enfin, je ne sais pas si mes collègues égyptologues l'ont fait, mais le sens qu'il y a derrière ça, mais il y en avait certainement un. Donc oui, en effet, je vous parlais tout à l'heure de nombre 2, mais en plus, il y a des nombres qui renvoient à quelque chose aussi. Des nombres qui renvoient quelque chose, et puis d'autres, à l'inverse, qui paraissent des pures abstractions, mais ça met du temps à s'imposer. Et là, on arrive évidemment à l'un des personnages, entre guillemets, formidables de l'histoire des mathématiques, des nombres, des chiffres, qui est le zéro. C'est quelque chose que vous abordez à plusieurs moments dans le livre, pour montrer que, là aussi, c'est pas quelque chose qui serait simplement arrivé de manière linéaire jusqu'au calcul mathématique d'aujourd'hui, mais qu'il y a différentes façons d'envisager, de représenter, de penser le zéro, de l'utiliser dans des calculs, dans différentes civilisations, des Mayas aux Grecs et évidemment aux sociétés contemporaines.
Oui, tout à fait. Alors, le zéro, c'est vrai que se poser la question du zéro en disant d'où vient notre zéro, j'essaye de montrer dans cet ouvrage que ça n'a pas de sens au sens, c'est-à-dire que il y a plusieurs usages du zéro, même actuellement. Le zéro, on peut le comprendre comme une sorte de limite dans, voilà, là, sans faire d'un cours de mathématiques, mais le zéro, il est vu comme ce qui permet de faire la transition, ce qu'on appelle les nombres négatifs et puis les nombres positifs. Donc, il se retrouve ici. C'est un zéro aussi de position, c'est-à-dire quand vous écrivez, je ne sais pas, 2034, et ben le zéro est mis à la place des centaines pour signifier qu'à la place des centaines, il n'y a pas de centaines justement. Donc là, c'est un jeu d'écriture. Et puis, on a le zéro aussi en mathématiques, qui est ce qu'on appelle l'élément absorbant, parce que 3 fois 0, ça fait 0, 6 fois 0, ça fait 0, etc. Voilà. Et donc, ces différents usages du zéro, en fait, renvoient à des choses différentes. Et dans le passé, on retrouve déjà, par exemple, en Chine, ce qu'on appelle dans un ouvrage qui s'appelle Les 9 chapitres en mathématiques, donc qui a été écrit vers le début de notre ère, en fait, on retrouve déjà une disposition sur des tables de calcul, des tables d'abac, de baguettes chinoises, avec des places vides. C'est un système positionnel avec des places vides qui sont pour le zéro. Et après, en Occident, on trouve d'autres usages du zéro avec des questions, par contre, déontologiques, mais aussi épistémologiques importantes, puisque certains, en fait, considéraient qu'on ne pouvait pas aller en dessous du zéro, donc on ne pouvait pas envisager l'existence de nombres négatifs. Et pourtant, il fallait qu'on fasse avec. Pourquoi ? Parce qu'on avait dans la vie courante des dettes avec des crédits et des pertes. Les crédits étaient bien sûr exprimés par des nombres positifs et les pertes et les dettes, il fallait en faire quelque chose. Et donc, il fallait aussi envisager ce zéro. Et certains, comme Pascal, par exemple, le grand Pascal, n'envisageait pas qu'on puisse descendre en dessous de zéro. C'était la limite absolue. Donc, différentes façons d'envisager le nombre zéro, et donc difficile d'en faire une histoire linéaire jusqu'à maintenant. Si je vous suis bien, donc Pascal n'avait pas d'autorisation de découvert bancaire et n'aurait pas été débiteur sur son compte en banque. Exactement. Il était toujours créditeur sur son compte. C'est pour ça qu'il a inventé la machine, d'ailleurs, la machine à calculer. Voilà, tout s'explique. Alors, pour revenir à quelque chose qui, pour le coup, peut être quand même retracé de façon peut-être plus linéaire, c'est la distinction d'abord entre le chiffre et le nombre. Vous dites bien que le nombre n'est pas le chiffre. Le chiffre, c'est ce signe. Et pour le coup, nous utilisons des chiffres qu'on appelle parfois des chiffres arabes. L'histoire est en fait un petit peu plus compliquée. Là, on peut peut-être la retracer dans sa linéarité apparente, du moins. Oui, alors ce qui est important en fait, quand justement, c'est une question qu'on pose souvent. Je veux dire que ça peut être à l'école, on se retrouve poser ou même avec le grand public. C'est d'où viennent nos chiffres, d'où viennent nos 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. En fait, je pense qu'il y a trois façons d'aborder la chose. Soit on peut regarder la façon dont l'aspect graphique, c'est-à-dire d'où ils viennent du point de vue graphique. Soit on peut regarder d'où ils viennent du point de vue de leur usage. Est-ce que c'était fait pour compter ? Est-ce que c'était fait pour calculer ? Ce sont compter, calculer, exprimer des nombres, ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Ou sinon, on peut aussi regarder du côté de leur principe, c'est-à-dire l'écriture positionnelle, comme je le disais avec le 2034. Et là, ça renvoie un petit peu à des origines un peu différentes. Si on va du côté rapidement du côté donc de la graphie, ça nous ramène en Inde au IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec un style d'écriture qui s'appelait Brahmi, qui par la suite s'est transformé en d'autres styles d'écriture et un qui est devenu dominant qui s'appelle le style Nagari, qui a été transmis donc aux Arabes d'Orient et puis par la suite à travers le commerce, pour dire ça rapidement, et puis à travers aussi l'Andalousie qui a été au Xe siècle en fait sous occupation omeyyade, a été transmis à l'Occident. Si on regarde du côté plutôt de l'écriture positionnelle, là, tout à l'heure, je vous disais justement que sous la dynastie des Han, entre 200 ans avant et 200 ans après Jésus-Christ en Chine, il y avait un système d'écriture positionnelle avec des baguettes. Donc, il y avait des espaces vides qui étaient marqués. En Mésopotamie, il y avait aussi une sorte de zéro qui existait. C'était deux signes côte à côte, deux petites encoches côte à côte pour les places vides aussi, encore une fois. Voilà. Et donc, ça renvoie justement à un système positionnel qui existait déjà avant. En Mésopotamie, ça existait même à la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et bien, enfin, si on regarde les usages, là aussi, c'est difficile parce que les premiers usages des 10 chiffres qu'on peut avoir étaient pour noter souvent des dates, des dimensions de terrain en Inde. Et puis, ils sont devenus calculatoires par la suite. Par exemple, le grand mathématicien Al-Khwarizmi, d'origine perse, au IXe siècle, dans ses écrits, le vante en disant les chiffres, en gros, les chiffres qui viennent d'Inde sont des chiffres qui sont très utiles pour le calcul, et que pour le calcul. Lui-même, d'ailleurs, quand il écrivait d'autres nombres, il l'écrivait en toutes lettres, il a un autre système, donc c'est des chiffres qui étaient utiles pour le calcul. Donc, vous voyez que si on regarde sur ces trois aspects, que ça soit du point de vue graphique, point de vue du usage ou du point de vue du principe positionnel, ça renvoie à différentes périodes, mais à différentes origines. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'origine de nos chiffres, à mon avis, sous ces trois aspects. Et du coup, on les appellerait plutôt des chiffres indo-arabes que des chiffres arabes.
Alors souvent on dit indo-arabe, beaucoup de chercheurs maintenant disent tout simplement chiffres occidentaux. Pourquoi? Parce que pour les distinguer des chiffres indo-arabes actuels, qui pourraient, ou de ces chiffres-là, mais oui, c'est plutôt indo-arabe. En tout cas, oui, si on regarde toutes les multiplicités, toutes ces origines multiples, pardon, il faudrait les appeler peut-être indo-arabes. Votre livre aborde aussi, toujours dans l'Antiquité, parce que c'est à ça finalement qu'on va consacrer l'essentiel de cet entretien, le monde de la Grèce antique. Et là, évidemment, on rencontre du coup des mathématiciens fameux, puisqu'on est dans le monde d'Euclide, Thalès, Pythagore, mais d'une Oui. certaine manière, votre livre propose aussi de ne pas se centrer seulement sur, entre guillemets, ces pères fondateurs, mais montrer qu'il y a différents usages, là aussi, que les textes de la pratique, pour autant qu'on puisse les avoir, ne sont pas tous, entre guillemets, euclidiens. Peut-être que tous les Grecs ne sont pas encore euclidiens, ou c'est pas quelque chose qui est si uniforme que ça dans le monde grec antique. Alors là, c'est important parce que ce qui m'a permis un peu de réfléchir à tout ça, en fait, c'est en lisant beaucoup les travaux en fait de Bernard Vitrac, qui est un spécialiste donc de la Grèce antique et des mathématiques grèces antiques, et de Jim Ritter, en fait, qui ont bien montré assez récemment qu'en fait, il fallait faire très attention à souvent l'opposition qu'on pouvait faire entre un monde grec, j'allais dire, fondé plus ou moins sur des idées de théoriques, en fait, donc de théorie et d'abstraction, par rapport à un monde qui serait égypto-mésopotamien, qui serait, lui, de nature plutôt de réflexion, plutôt de nature pragmatique, algorithmique, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que très souvent, on fait remonter notre pensée mathématique à la Grèce. Donc, ça, c'est une vision peut-être un peu eurocentrée, justement. On fait remonter à la Grèce. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages où sont parvenus, mais il ne faut pas oublier que tous ces ouvrages ont toute une histoire qui commence déjà à Grèce classique au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est passé par la Grèce hellénistique, et puis après qui est passé par ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, dans les écoles d'Alexandrie, dans les écoles d'Athènes, et puis après par Byzance aussi, donc tous les savants byzantins qui ont glosé, qui ont traduit, qui ont repris en fait une partie de ces textes. La plupart des textes qu'on connaît actuellement viennent de cette période-là, ce qui donne un effet de canonisation sur la grande durée. Et puis par la suite, c'est passé à travers le filtre des traductions arabes, des traductions en latin, etc. Donc en fait, on a cet héritage-là, c'est sûr, mais on en oublie souvent que à l'époque de la Grèce, alors grecque hellénistique par exemple, mais même Grèce classique, on avait d'autres documents qui nous documentent sur les nombres justement. C'est-à-dire des documents là, ça peut être des papyri, ça peut être des documents sur la pierre en fait, qui énonçaient par exemple les propriétés foncières, les échanges monétaires, ou la formation scolaire. Et donc tout ce pan en fait de documentation qui nous parle de nombres a été pour l'instant très peu étudié. Et ça, je l'évoque dans mon ouvrage. Alors, comme je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas rentré complètement là-dedans, mais il m'a semblé important de dire, voilà, quand on pense à la Grèce, au monde grec antique, il faut aussi avoir en tête qu'il n'y a pas que les éléments d'Euclide, mais qu'il y a aussi toute une mathématique de la pratique et un usage des nombres dans la pratique qui demande à être étudié. Pour terminer sur la pratique, vous avez cité tout à l'heure le mot d'abac, et ça nous renvoie aussi au monde médiéval, et vous citez, page 70 dans votre livre, un texte que Jacques Le Goff avait cité lui-même dans un Que sais-je, marchand et banquier au Moyen-Âge, donc ça boucle un peu la boucle avec la collection. Un texte tout à fait étonnant, une lettre de change entre Bruges et Barcelone en 1399, où on a la coexistence dans un même document de chiffres romains et des chiffres dont nous avons l'habitude, des chiffres qu'on a dit tout à l'heure indo-arabes. C'est une coexistence assez étonnante pour vous, mais en même temps, ça montre qu'au Moyen-Âge, on est dans un moment où sont en train de changer les pratiques, les rapports au nombre, notamment du fait de l'essor du commerce et des techniques intellectuelles que ça nécessite. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait par tradition l'habitude en Europe, au Moyen-Âge, en fait, de calculer sur des tables, ce qu'on appelle d'abac, ou faire des calculs par G, ce qu'on appelle. C'est-à-dire G, c'est-à-dire des petits jetons qu'on plaçait à différents endroits sur ces tables d'abac, de façon assez sophistiquée et assez technique. Et ces jetons, souvent, étaient nommés par des chiffres, on inscrivait sur ces jetons des chiffres romains. Et ce qui rendait en fait leur usage assez difficile. Et avec l'introduction des chiffres arabes, notamment, alors c'est commencé par Leonardo Fibonacci, donc Léonard de Pise, dans un ouvrage donc au XIIe siècle, où il a commencé à introduire cette numération décimale de position avec les chiffres indo-arabes. Et ça a été repris aussi par Al-Khwarizmi, dont je vous parlais tout à l'heure, donc le grand Al-Khwarizmi au IXe siècle, qui vantait justement l'importance
de ces chiffres-là pour les calculs courants. Ça a pénétré petit à petit en fait ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire des écoles d'algorithmes qui utilisaient, ça vient du mot algorithmique, qui utilisaient justement l'usage de ces chiffres pour les 4 opérations qu'on connaît. Ça a beaucoup, pénétré les milieux des marchands, notamment à travers ce qu'on appelle les livres arithmétiques de marchands, les arithmétiques marchandes aux arithmétiques de commerce en fait, qui ont énormément aidé. On en a trouvé plus de 160 qui ont énormément aidé à la fin du Moyen Âge, donc c'est à peu près peu de temps après le document que vous avez cité tout à l'heure, ont beaucoup pénétré et donc les marchands sont aperçus de l'avantage de ce nouveau système par rapport à l'usage en fait des chiffres romains anciens. Et ça a pris beaucoup d'importance. Et au début de la Renaissance, ils étaient de l'usage à peu près partout sur l'ensemble de l'Europe. Ensuite, après, il y a l'imprimerie bien sûr qui a permis aussi de les fixer. De fixer une façon parce qu'il y avait différentes façons de noter quand même les chiffres même avant, et là l'imprimerie a permis de les fixer et donc ça a énormément aidé à sa diffusion. Alors votre livre, évidemment, on ne peut pas tout couvrir, mais il se prolonge évidemment à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, avec toute la question des statistiques, toute la question de l'abstraction croissante de l'usage des nombres, et puis également des questions plus contemporaines sur finalement notre rapport au nombre, le nombre de likes, de followers, ou encore les kilomètres parcourus que nous indiquent nos objets connectés, nous montrent que les noms sont toujours plus présents finalement dans la vie quotidienne. Peut-être pour terminer, est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture? On a déjà cité beaucoup de noms, d'ouvrages, d'articles, et on essaiera de mettre les références sur le site parolhistoire.fr. Est-ce qu'il y a un livre ou un article que vous auriez envie de conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, peut-être pour prolonger aussi nos discussions? Alors, ça serait un roman, peut-être, que je vous conseillerais, et qui en lien, c'est un roman et qui est en lien avec le nombre, mais avec le nombre plus particulier, le nombre pi. C'est un ouvrage qui a été publié il y a déjà quelques années, mais qui est en même temps assez récent et que j'aime beaucoup, d'une auteure qui s'appelle Eliette Abécassis, qui avait écrit déjà un roman formidable en fait sur les documents de Qumran, les premiers documents écrits qui ont été trouvés à Qumran. Et là, ça s'appelle le Palimpseste d'Archimède. Et c'est un roman, je trouve, qui est extrêmement fier, qui pourrait dire un roman historico-policier, en fait, qui fait souvent le va-et-vient entre le présent et le passé, donc l'époque d'Archimède, de Syracuse, et puis le présent, qui tourne autour de personnes mortes qui ont été retrouvées à Paris selon un rituel un peu compliqué, mais bien sûr, je vais pas raconter toute l'histoire. Mais ce qui est important là-dedans, c'est le fil conducteur de toute cette enquête qui est menée par des étudiants en fait de l'école normale supérieure. Donc on retrouve tous les éléments de l'école normale supérieure. Tous ces éléments, en fait, le fil conducteur, c'est le nombre pi, en fait, qui permettrait de régir le monde, et notamment un ouvrage qu'aurait écrit Archimède sur ce nombre pi qui permettrait de régir le monde. Et je trouve que la façon dont c'est fait, ça fait énormément réfléchir sur le nombre pi en lui-même, bien sûr, et puis ça invite vraiment à suivre l'auteur dans ses déambulations à la fois historiques et policières. Merci beaucoup Grégory Chambon. On rappelle donc que votre livre, c'est l'histoire des nombres dans la collection Que sais-je au PUF. Et si, comme moi, vous êtes un peu rétif aux mathématiques, vous pourrez quand même y trouver beaucoup de plaisir et beaucoup de découvertes intellectuelles. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.